Une mise à jour significative pour un best-seller mondial, le Hyundai Tucson avec son tout nouveau restylage. Voyons le résultat, ce qu'il apporte et la qualité du lifting. Ont-ils changé? Un look plus moderne, vraiment sympa ici. Et jetez un œil à ce feu de jour qui imite d'une certaine manière le design du reste de la calandre avant. Alors ça, c'est vraiment charmant. Et ce pare-choc inférieur au look sportif, car c'est la N-Line. La N-Line vous propose un design sportif sans avoir le moteur performant. Donc, ce n'est pas un vrai modèle N, qui n'est d'ailleurs pas disponible du tout pour le Tucson. On se contente de cette version N-Line aujourd'hui. La longueur est de 4,50 m et 1 ou 178 pouces pour l'empattement court proposé ici en Europe. La version nord-américaine serait la version à empattement long, qui est au total 13 cm ou 5 pouces plus longue. Plus d'espace pour les jambes. Le badge N-Line est sur le côté. On a des roues 19 pouces. Ce sont les plus grandes roues disponibles. 17 pouces serait en fait la base. Cette superbe teinte ici, c'est le gris ombre. Elle a une apparence mate et unique, mais ce n'est pas vraiment une couleur mate. Mais je pense que c'est chic, élégant. Et aussi, quand ça se salit un peu, ce n'est pas un gros problème. Puis, à l'arrière, nous avons la signature mise à jour ici, à partir des feux qui traversent toute la bande lumineuse, puis ces éléments verticaux. C'est vraiment très cool. Un détail que je trouve moins excitant, c'est le lettrage Hyundai, positionné ici. Regarde ça. Pour économiser un peu d'effort ici, ils ont mis le I juste à côté du A. Ouais, peut-être que ça aurait pu être fait de manière un peu plus réfléchie. Cependant, ce que je trouve assez cool, c'est l'absence de logo visible à l'arrière. Ils l'ont intégré dans la lunette arrière. Ce n'est pas physique. On ne peut ni le sentir ni le toucher, mais je pense que c'est une idée intéressante, non? Les clignotants à l'avant ont l'air incroyables, n'est-ce pas? C'est un beau travail et très visible. Cependant, à l'arrière, regardez, les clignotants sont en bas. D'accord, c'est probablement pour réduire les coûts et, ouais, une raison de plus, c'est que même lorsque la trappe est ouverte, elles restent visibles, mais elles auraient pu être sur le côté. Qu'en penses-tu? Concernant l'intérieur, avec cette clé qu'on voit ici de loin, mieux sur la caméra qu'en personne, on reconnaît le logo Hyundai. Par sa forme et qualité, on pourrait croire que c'est un appareil utilisable pour d'autres fins. Pour le son de fermeture de la porte, pas le meilleur, et aussi ici, comme cette partie inférieure ici, oui, comme cette ambiance typique de caoutchouc, pour ainsi dire, à l'intérieur des portes. Il y a donc une structure en haut. Beaucoup de noir brillant que personne ne désire, mais ils continuent à le mettre. Commande classique ici, rigide à l'intérieur des portes, et ici, c'est la N-Line. Et donc, vous avez aussi les tapis de sol N-Line. Ils ont l'air plutôt chic, n'est-ce pas? Volant avec badge N-Line aussi. Capteur en contraste rouge à l'intérieur. Et commande arrière ici. Joli aspect métallique galvanisé. De vrais boutons faciles à manipuler. Voyez déjà la config double écran. Nouvelle avec le facelift. Bientôt. Cela rend l'atmosphère plus moderne. Ce sont également les sièges N-Line avec beaucoup de microfibres. Ils ne sont pas sans produits d'origine animale. Ceux-ci seraient les sièges en tissu de base ou en simili-cuir du marché nord-américain absent en Europe. Et puis le volant de haut en bas, d'avant en arrière comme ça, et tu vois que les commandes sont en fait attachées à celui-ci. Donc c'est une solution facile d'un côté. Pour les conducteurs grands, avec de longues jambes, j'ai souvent le volant plus bas que ce que vous voyez là. Et vous conduisez et soit vous heurtez votre genou contre le climatiseur, donc c'est une chose, soit vous le heurtez ici côté gauche, donc vous devez vraiment le tenir exactement au milieu pour ne rien toucher là-bas. Donc pas un design idéal à cet égard. Cependant, le nouveau cockpit a l'air très cool. Ici, il y a une belle couverture N-Line pour le tableau de bord. C'est aussi là que l'éclairage d'ambiance se trouve. Cet espace de rangement ouvert. Et puis ici, tu as la boîte à gants qui pourrait être un peu mieux amortie. Énorme console centrale avec porte-gobelet adaptatif en haut. Il y a un tapis de recharge inductif, pas de refroidissement. Le téléphone peut donc surchauffer. On teste les modes de conduite en roulant. Vous changez ça ici. Ce véhicule-ci est également équipé de la suspension adaptative optionnelle, l'ECS. Cela change quand vous passez en mode sport. Nous allons tester cela avec vous aujourd'hui ici. Puis,
Au fait, pour votre coude, c'est trop dur. En dessous, beaucoup d'espace. Il y a vraiment beaucoup d'espace ici, spécialement dans la partie inférieure de la console centrale, ce qui est très agréable et pratique. Pour connecter votre téléphone, vous pouvez le charger ou bien le charger et connecter. Une de mes fonctions préférées est cette unité de climatisation facile à contrôler en conduisant, avec un design simple et épuré, doté de nombreux boutons individuels comme le cachot en bas. Et aussi une molette pour le volume ici, une autre, mais que vous pouvez aussi contrôler aisément depuis le volant. Et puis, la caractéristique de lifting la plus significative ici, ce design à double écran incurvé avec deux moniteurs à gauche et à droite. C'est important d'ailleurs pour l'isolation phonique ici à l'avant, nous avons des fenêtres à double vitrage. Vue conducteur, le logo Hyundai, vous connaissez peut-être les véhicules électriques avec un indicateur ici. Et donc, ils ont seulement mis ces points et puis ici, de vrais boutons. Et avec ce beau galvanisé ici, comme ce métal molleté, très bien pour contrôler, facile à manipuler, agréable au toucher, parfait aussi pour le volume par exemple. Vous pouvez définir ce raccourci ici par exemple pour accéder rapidement à la limite de vitesse. Alors, vous n'avez pas ce bip par exemple. Et ce raccourci par exemple, le deuxième, je l'ai configuré pour la fonction de mise en miroir de smartphone quand je le connecte bientôt. Tout d'abord, les instruments ici, à gauche, affichent également des jauges spécifiques aux hybrides et ainsi de suite. Il y a un affichage tête haute disponible. Le système d'infodivertissement inclut ces tuiles individuelles, par exemple. Et c'est en fait, disons, assez rapide. Et vous verrez ici qu'il y a également une intégration large et vous savez que Léa vérifie toujours les pare-soleil pour nous. Et c'est intéressant ici. Vous ne pouvez pas l'étendre complètement, mais vous pouvez étendre une petite partie et cela bloque toute la zone. On voit ici que c'est assez structuré sur la partie supérieure. Ensuite, vous avez aussi ces stores manuels. Il y a beaucoup de matériaux noirs brillants non désirés à cet endroit. Mais vous avez des sièges chauffants avec un niveau supérieur. Rien n'est couvert dans les portes. Et puis les sièges ici à l'arrière, ils ont aussi une belle microfibre. Donc, ça a aussi un aspect premium. Isofix ici pour l'extérieur et pour changer l'angle, vous utilisez ce levier ici dans la partie inférieure. Et c'est vraiment utile en effet, car quand tu es assis comme ça, tu peux les déplacer plus loin derrière. Ce sera plus une position de sommeil, détente, aussi ici quand vous relevez l'appui-tête. Ou vous vous asseyez plus droit de cette manière. Vous pouvez rabattre les sièges d'ici ou aussi depuis le coffre. Il y a un levier à l'arrière, ce qui est intéressant. Vous pouvez ainsi accéder à ce matériel, celui que vous pouvez atteindre par une trappe à ski. À part cela, ici, plusieurs porte-gobelets. Ils ne sont pas adaptatifs. Hauteur sous plafond, 189, et il reste encore pas mal de place au-dessus. Pour l'espace pour les jambes, voici ma position haute de conduite. Et ici, il y a une encoche. Et ce n'est pas un véhicule si long. Et pour cela, vous pouvez voir que pour les adultes grands, c'est en fait très bien. Il y a ici une unité climatique séparée et en dessous, deux chargeurs USB-C. 5 grands adultes peuvent y loger facilement. La partie centrale fonctionne très bien aussi. Oui, peut-être pour des trajets plus courts, un peu pire pour les genoux que dans la position assise, mais dans l'ensemble, je pense que l'espace qu'ils offrent ici est correct et de bonne qualité. Imaginons juste que j'ai une règle dans une main et un sac à dos dans l'autre. Puis je m'approche du véhicule et de la trappe. Elle s'ouvre toute seule après un moment. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction et c'est vraiment très pratique si vous avez les mains occupées et que vous ne pouvez rien faire. Nous pouvons aussi mesurer le coffre pour vous. La longueur est d'environ 90 cm, soit 35 pouces. Ici, le sac à dos rentre aussi sous le couvercle et c'est ici 1 mètre ou 40 pouces entre les arches de roue. Un peu plus haut, ce couvercle ici possède des rails des deux côtés, donc c'est vraiment assez solide. Et en dessous ici, il y a un peu plus d'espace. Voilà, c'est aussi bien fait ici avec une surface rugueuse. Vous pouvez replier cet élément, c'est simple. Vous pouvez également tout retirer facilement. Puis pour rabattre les sièges, gauche, droite. Oh, ça a beaucoup de puissance parce que c'était très rapide en fait. Voilà. Si on relève les appuis-têtes, ça descend un peu plus mais pas entièrement à plat. La longueur ici est d'1,65 m ou 65 pouces.
Donc une solution très bien utilisable et facile et tout. Et la hauteur ici est de 75 cm ou 29 pouces. Cette partie centrale ici sert également de trappe à ski, comme je vous l'ai montré depuis les sièges arrière. J'aime bien tous les sons que le véhicule émet, tu sais, quand tu appuies sur quelque chose, tous les bips. Et ça vaut pour Honda, Ikea et aussi Genesis pour toute la boîte. C'est vraiment agaçant, honnêtement. Ils devraient vraiment retravailler leur design sonore. Écoute ça attentivement, tu sais, lorsqu'on l'ouvre normalement. Comme le bip, bip, bip incessant. C'est vraiment très fort, tu sais. C'est tellement désagréable, vraiment. Et certains carillons, je veux dire, tu pourrais juste les effacer. D'autres sont peut-être nécessaires, peut-être même obligatoires par la loi, mais vous pouvez toujours travailler sur le design pour les rendre plus agréables à l'oreille. Vous voyez, pour les moteurs, en Amérique du Nord, vous avez le moteur essence de 2,5 litres. Ensuite, en particulier pour le... Oui, c'est assez lourd, sincèrement, je dois le dire. Voilà, c'est fait, avec des minages prouvés sur le capot. Pour l'Europe, on choisit le moteur essence turbo de 1,6 litres, soit avec le turbo essence pur ou le système hybride intégré basé fondamentalement sur le même moteur. Disponible en Amérique du Nord avec une transmission intégrale fournissant 215 chevaux, aussi en version hybride rechargeable permettant une charge externe, ainsi qu'avec un diesel de 1,6 litres. Choix entre traction avant ou transmission intégrale. Notre version actuelle atteint 8,2 secondes en accélération, ici en hybride 1,6. Et avant de simplement accélérer ici, en ce moment, conduite électrique, donc je maintiens simplement la vitesse stable et lentement, etc. Pas besoin du moteur à combustion, mais je peux activer le mode sport ici et il s'allume directement. On peut accélérer à partir de 50 km/h. Voyons. Un nombre important à considérer parfois pour les mesures. Et 160, c'est suffisant pour. Maintenant donc, une accélération descente, la chiffre d'accélération de 0 à 100 est d'environ 8 secondes ici pour la version traction avant pour l'hybride. La transmission intégrale est un peu plus lente, oui, c'est un peu plus de 8 secondes en fait, et puis quelques dixièmes de plus pour la transmission intégrale. Ici, la version traction avant, l'accélération est en fait correcte, c'est suffisant. Ce n'est rien d'explosif, mais c'est raisonnable, prenons-le ainsi. Ici, à 140 km à l'heure, le bruit du vent augmente un peu. Si vous, par exemple, le comparez au VW Tigane, là-dessus, je dirais que le Tigane est plus silencieux cependant si nous considérons la comparaison avec le Toyota RAV4. Celui-ci ici est plus silencieux, donc avec les Toyota, ils sont excellents en termes de fiabilité et toujours en tête des classements là-dessus, mais l'isolation sonore à des vitesses plus élevées n'est jamais aussi bonne. C'est parce qu'ils ne prêtent pas autant d'attention au marché allemand où nous avons des vitesses plus élevées et pour la plupart des autres marchés, cela peut-être, vous savez, ne joue pas ce rôle et Hyundai, la société, il-même, il y a une décennie ou même avant cela, ils ont embauché beaucoup d'ingénieurs allemands et leur ont dit « faisons nos voitures plus allemandes » et c'est la raison pour laquelle ils se rapprochent d'eux. En fait, ici, c'est 100 km à l'heure ou 60 miles à l'heure. L'isolation phonique est également parfaite, donc pas si bruyante, et c'est comme une vitesse habituelle sur l'autoroute, ou ici, vers 120 km à l'heure, 70 miles à l'heure, mais ici, c'est vraiment un bon véhicule pour autoroute, en effet, et d'habitude, je choisirais le mode normal, mode de conduite normal. La suspension est plus douce, assurément plus confortable. Cela fait encore plus de différence en ville, donc quand vous conduisez en ville avec le mode sport, c'est très inconfortable parce qu'il y a plus de bosses sur la route et la surface change assez souvent. Ici, tout est bien lisse sur l'autoroute. En ville, choisissez le mode de conduite normal. Et puis, la suspension est aussi plus souple. Ce mode, le mode sport avec la suspension plus rigide, est bon par exemple quand vous passez des cols alpins et ainsi de suite. Vous voulez vous amuser avec le véhicule, bien que ce ne soit pas le véhicule principal pour s'amuser, disons-le. De cette manière, c'est agréable à conduire définitivement, mais pas le véhicule le plus amusant à conduire, pour ainsi dire, mais il fait bien son travail.
Donc, il ne vous donne pas la plus grande sensation de SUV, le Tigан par exemple, ou le RAV4, ou même aussi un Nissan Qashqai vous donne plus de sensations de conduite SUV. Celui-ci ici transmet plutôt une sensation de conduite crossover, ce qui encore une fois n'est ni bon ni mauvais, c'est plus une question de perspective et de ce que vous voulez vraiment de ce véhicule. Vous savez donc euh, cela dépend juste de ce que vous trouvez, mieux ou pire. Et nous pouvons parler des systèmes d'assistance, voyons cela ici. Activation avec le pouce gauche, vous pouvez également activer ou désactiver si vous allez avoir l'assistant de maintien de voix actif. Aussi, en comparaison avec certains concurrents, je veux dire, il fait un travail décent ici pour nous garder dans la voie parfois. Il y a quelques corrections de trop à mon avis, mais globalement, disons que ça va. Et pour le système hybride, par exemple, maintenant, le moteur à combustion est éteint. Donc, quand je ne suis pas constamment et fort sur l'accélérateur, ici, nous avons ces mouvements de roulis. Ensuite, nous récupérons aussi de l'énergie, dans la batterie parfois. En gardant une vitesse constante, le moteur électrique fournit une légère aide temporaire. Ici, en ce moment, récupération à nouveau, et puis je suis légèrement sur l'accélérateur. Encore une fois, le moteur électrique aide. Le moteur à combustion est redevenu actif car j'appuie un peu plus pour dépasser ces véhicules. Et à ce moment-là, c'est toujours, ça change constamment, mais le système hybride fonctionne plutôt bien, donc de belles transitions aussi entre les différentes parties du système hybride. La seule chose que je réalise parfois, c'est que la transmission automatique que nous avons ici, oui, pas forcément comme au démarrage ou quand on est dans des rapports très élevés, mais comme dans cette zone de rapports intermédiaires là, comme deuxième, troisième, quatrième, quelque chose comme ça. Parfois, on a comme un saut notable dans les rapports, ce qui est un peu inhabituel pour ce type de transmission automatique. Consommation autour de 7 litres pour l'hybride intégré. Puis bien sûr, l'hybride intermédiaire n'a pas vraiment beaucoup de sens. Cela a plus de sens si vous faites beaucoup de conduite en ville et ainsi de suite. Vous pouvez alors utiliser aussi cette conduite hybride. Sur l'autoroute, c'est plutôt négatif. On l'utilise peu, c'est juste plus de poids, mais c'est plus logique. Vous avez une meilleure consommation grâce à l'effet hybride en ville et en conduite lente. Ensuite, le prix. En France, le Tucson démarre à 28 000 euros. C'est un excellent prix. Et même une version hybride, haut de gamme par exemple, à 37 000 euros ou quelque chose comme ça. C'est ce qui le rend attractif. Il a belle allure, il se conduit bien. La qualité de l'intérieur est bonne. Et aussi, le prix est attractif. C'est donc l'un des choix chauds dans le segment des SUV compacts. Mais ici, entièrement équipé, 51 ou 52 000 euros, c'est toujours moins cher qu'un VW Tigane entièrement équipé par exemple. Et l'entrée de gamme serait déjà d'environ 35 000 ou quelque chose comme ça. Donc, juste à partir du prix affiché, je pense que c'est l'une des meilleures offres avec le Nissan Qashqai en termes de rapport qualité-prix et il coche beaucoup de cases. Voilà ce qu'est cette voiture. Et maintenant, vous devriez vérifier les concurrents